Comme je vous le disais tout à l'heure, au vu de ce qui a été dit dans cette première partie et de ces deux pratiques, je vois que la question du corps a été mise en avant. Il y a eu plusieurs choses qui ont été dites également, qu'on pourrait peut-être reprendre dans le temps qui nous reste. C'est la question des protocoles. Chantal a émis ce mot, des protocoles qui existent. Et à partir de ces protocoles, que fait-on, hein? C'est-à-dire chaque séance est unique, si j'ai bien compris, Chantal a dit ça. Chaque séance va partir d'un protocole, mais va se déployer. On n'applique pas un protocole comme ça en lisant un script, par exemple. On pourra peut-être revenir sur cette question-là en deuxième partie, peut-être, si nous commencions par la question du corps. Euh, je, venaient ces questions-là, la suite de cette première partie de la matinée, la question des méthodes de travail en hypnose et en sophrologie, la question de la posture du praticien en hypnose et du sophrologue, et puis quelle est la place du corps dans ces deux disciplines, quelle est la place du corps du praticien, quelle est la place du corps du sophronisant ou du patient. À partir de cette place du corps, comment la relation s'établit-elle? Et c'est là peut-être qu'on pourra parler de la question des protocoles ou de ce qui est appliqué au niveau d'une méthode. Y a-t-il une méthode sophronique, une méthode hypnotique euh, qui nous amènerait aussi à la question des champs d'application? Sont-ils exactement les mêmes? Y a-t-il des différences? J'ai amené un petit peu ces questions-là suite à la première partie de cette matinée. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on rebondisse tout de suite sur la question du corps, la place du corps, le corporel? Ça nous permettrait de faire un lien avec euh, les deux pratiques que vous nous avez proposées. Je vous laisse discuter tous les deux. Donc, il faut qu'il y en ait un qui commence. Moi, je Vas-y, dirais Chantal. qu'en sophrologie, le corps est partout parce qu'en fait, on va se servir du corps pour éprouver, pour percevoir et pour ressentir. Et ça part du corps pour aller à effectuer ce travail sur la conscience. Le but étant, au travers des sensations, de créer un nouvel espace de conscience. Et donc, puisque le corps est nécessaire, on va se servir de la respiration, on va se servir des postures, on va se servir, par exemple, des postures assises, des postures debout. On va aussi se servir de la marche qui va mettre le corps en mouvement. Et puis, on va aussi essayer plein de petits exercices sur les différents systèmes, ce qu'on appelle les systèmes en sophrologie, pour pouvoir permettre d'éprouver, de ressentir d'abord cette place du corps, mais aussi un peu en continuité ce qui se passe dans notre esprit, et puis ensuite dans la réunion des deux, et puis ensuite peut-être qu'à travers ce qui se passe en nous, on va pouvoir identifier nos valeurs. L'idée étant d'aller vers quelque chose qui pourrait soutenir notre vie, qui pourrait nous permettre une sorte de redéploiement existentiel. Et cette méthode, en tous les cas pour ce qui est de la sophrologie, elle va s'appuyer sur ce que Caicedo a appelé les relaxations dynamiques. Et dans un premier temps, par exemple, dans nos études, on va étudier les 4 premières. Voilà, c'est déjà ce que je peux dire de la présence du corps en sophrologie. Alors oui, pour rebondir sur le corps, euh, euh, il est dit par tous les praticiens euh, en hypnose, et notamment, si je reprends un peu ce que disait François Roustan, le corps et l'esprit ne font un tout indivisible. C'est-à-dire qu'en hypnose, on part aussi du principe, je dis bien aussi du principe que le corps et l'esprit sont indivisibles, et donc que le travail qu'on va proposer, auquel on va proposer d'accompagner le patient, va se réaliser, certes avec
tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la transe, les suggestions, mais ces suggestions vont amener à ressentir des choses. On utilise beaucoup en hypnose les 5 sens. Alors, du coup, ça me fait penser à quelque chose. Tout ce que je vous dis est valable pour beaucoup d'entre nous, praticiens en hypnose, mais il n'y a pas qu'une seule façon de pratiquer l'hypnose. Il y a plusieurs façons, et je dirais presque qu'il y a une façon de pratiquer l'hypnose pour chaque praticien en hypnose, et pour chaque jour de chaque praticien en hypnose, pour chaque séance, etc., etc. Donc, la façon de pratiquer, en tout cas, implique de travailler avec ces sensations corporelles. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu d'exercices, on peut toujours en proposer ou en inventer avec le corps. Et il y en a notamment quand on travaille avec les enfants. Voilà, mais on verra tout à l'heure pour une séance qu'on proposera ou que je proposerai du coup en hypnose, notamment sur la respiration, qui, à mon sens, est un point de départ très important, qui part du corps, mais qui interroge l'esprit ou qui ouvre l'esprit. Et du coup, si on reprend encore Roustan, je vais le citer là intégralement. Le travail thérapeutique se borne à ne dire et n'entendre aucun mot qui ne soit un geste du corps tout entier. Voilà, alors évidemment, c'est quelque chose à prendre avec la philosophie de Roustan. Le geste n'est pas forcément acté, mais il est ressenti, il est perçu par le corps et dans l'esprit. Voilà un peu la sensation à laquelle on fait appel quand on propose aux clients, aux patients de ressentir les choses. Ça sous-entend une dynamique psychique et corporelle. C'est une gymnastique, le ressenti, qui fait appel au corps et à cette relation entre le corps et l'esprit. Et donc, quand on arrive à guider le patient à travers ces relations-là, quand on propose quelque chose à l'esprit, on le propose au corps et réciproquement. Voilà. Alors, je pense que c'est tout à fait ça et qu'en fait, il faut trouver un chemin et que, alors en sophrologie, on revient toujours à la méthode et la méthode, c'est de démarrer par le corps. C'est la présence du corps et pour qu'il soit un peu plus présent, on va le mettre en mouvement. On va le faire bouger. Et c'est peut-être au travers de ces petits mouvements qui n'ont bien sûr pas de but de gymnastique, simplement d'exprimer cette présence. Donc, on va pouvoir vivre son corps tel qu'il est pour aboutir à cette sensation du corps, cette sensation de son schéma corporel qu'on va appeler la corporalité et qui va peut-être avoir pour effet de faire bouger quelque chose, de faire progresser et peut-être d'arriver à quelque chose de réapproprié qui va donner peut-être un mieux-être, peut-être une correspondance, peut-être une communication, peut-être aussi une capacité de découvrir en soi ce qui existe et dont on n'était pas conscient. Peut-être aussi une possibilité de se redéployer, de déployer tout ce qu'on a en soi pour attraper sa vie à bras-le-corps et puis peut-être pour établir de nouveaux rapports avec le monde qui nous entoure et puis par rapport aussi à son projet de monde. Et la méthode est assez cadrée, c'est-à-dire que on part de ces petits exercices qui parcourent le corps, qu'on fait avec des temps de pause pour qu'il y ait le temps d'intégrer, pour ensuite aller à la rencontre de son esprit, pour ensuite aller vers cette réunion qui est absolue, qui est vraiment comment dire, existante déjà, bien sûr, mais dont on prend conscience, pour aller ensuite aller vers ce qui pourrait être l'exploration de cette capacité. Alors après, bien sûr, on peut encore aller un petit peu plus loin, le but étant ensuite, dans la méthode, de reconstruire sa quotidiennité. Mais c'est déjà dans les 4 premières relaxations dynamiques
plein de richesses pour pouvoir cheminer, pour pouvoir se réapproprier sa vie finalement. Oui, pour ce qui est de la méthode, si je peux rebondir sur le plan hypnotique, oui, la méthode a des similitudes, hein, et ça, on ne le gommera pas. Il n'est pas question d'opposer, bien entendu, mais bien de voir qu'il y a quand même des différences, même s'il y a aussi des similitudes. Nous, en hypnose, si on veut parler de méthode, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une présence, une relation singulière entre le patient entre le client, pardon, et le thérapeute. Et puis, dans cette relation-là, déjà, il y a un ajustement, il y a une coordination qui commence à s'installer, puisque la posture dont tu parlais, Nathalie, la posture du praticien en hypnose va être de s'ajuster à son patient et de pouvoir l'accompagner, parce que pour pouvoir l'accompagner, il faut parler le même langage, il faut être là, voilà, il faut vraiment vivre le moment avec le patient et l'accompagner là-dedans. Bien sûr, le contexte est important aussi, hein, toujours dans la méthode. Le contexte est important, la façon d'accueillir, l'endroit où on accueille le client ou le patient. Mais pour avoir aidé à la soutenance de mémoire d'hypnose récemment, on voit aussi que parfois le contexte est tellement impromptu. Nous avons eu une infirmière en SAMU qui nous a expliqué comment elle pouvait pratiquer l'hypnose in extenso, là tout de suite, en extemporané, dans des lieux tout à fait improbables. Une carcasse de voiture qui fume, une salle de bain, une salle de restaurant, un trottoir, etc., etc. Donc, le contexte aussi peut s'adapter, puisque c'est le moment où la séance se passe, dans les conditions où elle se passe, que le praticien va s'adapter, peut-être même en premier dans ces circonstances-là, plus que le patient, et aider le patient à s'adapter et à trouver quelque chose de meilleur pour lui, même si les circonstances sont pas très favorables. Justement, le praticien est là pour aider. Donc, le contexte, bien sûr, et puis après, il y a la transe. La transe, alors, évidemment, dans les contextes comme je viens de citer, qui sont plutôt assez, comment je pourrais dire, vifs, violents pour dire, la transe est déjà là. C'est une transe négative pour les patients. Et on va utiliser cette transe négative. Le patient est complètement obnubilé par quelque chose. On va pouvoir lui suggérer, lui proposer, du moins, donc lui suggérer s'il l'accepte, lui proposer de modifier cet état d'angoisse et d'être dans un état meilleur pour lui, dans un, un processus de, de, de calme, pour pouvoir mieux appréhender la suite. Donc voilà, la transe est déjà là parfois et on va l'utiliser pour même la relooker, on va dire, avec le patient pour que ça soit plus confortable pour lui et plus propice à un meilleur état d'être. Et puis, bien sûr, on va faire des suggestions, on va utiliser les métaphores, et puis on va demander au patient d'utiliser son imaginaire aussi. Voilà la méthode aussi, de le laisser s'imaginer certaines choses. Mais ce n'est pas le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est bien tout ce que j'ai dit au préalable. On ne peut pas proposer au patient d'imaginer quelque chose s'il est dans un état de stress ou d'anxiété ou de survigilance, comme on peut en voir parfois chez les gens qui sont extrêmement angoissés ou stressés qui viennent nous voir. Et il faut d'abord faire
tout ce que j'ai dit au préalable pour pouvoir l'aider à utiliser son imaginaire à ce patient, le sien d'imaginaire, pas le nôtre, et de pouvoir interroger et réinterroger le sensitif, le corporel, réincorporer, réincarner les sensations et les sensations meilleures, pouvoir les remodifier, les relooker. C'est ce qu'on travaille, notamment quand on travaille sur la douleur et dans certaines professions comme les sages-femmes où on peut pratiquer aussi l'hypnose. On sait, toi et moi, que depuis longtemps, les sages-femmes pratiquent la sophrologie. Euh, L'hypnose en est aussi une autre façon d'aider les patientes, de les faire cheminer vers quelque chose de plus confortable pour elles euh, et pour le bébé. Voilà, donc on accompagne, encore une fois, et on réinterroge le corps de façon à accepter que l'esprit, une partie de cet esprit puisse requalifier ce qui est en termes de douleur, de contracture, etc., dans les exemples que j'ai cités. C'est-à-dire de réinterpréter, de changer, de faire ce petit changement, ce pas de côté pour vivre mieux le moment présent et quand on est dans d'autres circonstances que les accouchements ou l'urgence, de vivre mieux le moment présent et le moment à venir. Voilà. Oui, ça vient nous rappeler que c'est toujours possible, ces moments dans toutes nos pratiques professionnelles de base. Je voudrais relayer quelques questions, remarques de la salle. Alors, une première qui sera peut-être reprise tout à l'heure. Quelqu'un nous dit il existe pourtant des scripts, elle met des guillemets, des protocoles type d'une séance, donc on pourra peut-être en parler tout à l'heure, peut-être juste pour terminer sur ce sujet, enfin terminer en tout cas le clore provisoirement. Et quelqu'un rebondit sur la question de l'accordage, en effet, que vous avez évoqué tous les deux. Hein. Il dit, on parle d'accordage pour les relations intersubjectives dont le paradigme est celui des premiers liens mère-enfant. Il semble que nous vivons tous ces pratiques en accordage entre le corps et le mental, hein, et retrouver la fluidité des échanges. Voilà ce qui est remarqué, qui remonte là tout de suite par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Cette question en effet de l'accordage, de la relation dont parlait Antoine dans l'introduction d'ailleurs également, parce que ça c'est... Je vois bien quand même que ça a été dit dès l'introduction et tous les deux, vous revenez là-dessus, sur une relation particulière. On a parlé des trans, d'accord, des états de conscience, ok, des niveaux de conscience. Et puis voilà ce qui arrive maintenant, cette question, quand on aborde par le corporel et qu'on pratique, on s'aperçoit que, ah ben tiens, il y a quelque chose qui se passe et qui se passe au niveau d'une relation, au niveau d'un accordage qui peut se faire en séance duo, ou en séance groupale. Et c'est ce qu'on fait beaucoup en formation et ce qu'on fait encore ici, bien sûr. Si ça vous évoque quelque chose. Oui, moi je me permettrais de faire référence à Carl Rogers dans cette alliance thérapeutique, cet accordage avec toute la nuance du coup du praticien, j'allais dire du thérapeute, c'est-à-dire la bonne distance et cet accordage, c'est-à-dire euh, c'est le respect de l'intimité du patient, le respect des pensées et des objectifs du patient, tout en lui permettant d'y avoir un meilleur accès pour lui-même et de pouvoir modifier ce qu'il a ou ce qu'il doit modifier en fonction de ses objectifs et de ses intérêts personnels. Et en ça, c'est en ça que, en tout cas en hypnose, on se place en tant que guide, mais pas en tant que magicien ou mesmer avec deux S. C'est vraiment en tant qu'accompagnant. Et donc, du coup, cet accordage, c'est pas un accordage de père à fils ou de maître à élève, c'est un accordage, j'allais dire, à égalité, voire même
avec une position basse qui est aussi chère aux sophrologues. Alors j'allais dire d'autant plus si on fait de l'hypnose ericksonienne, par définition, c'est le patient qui sait, et c'est même la partie sage du patient, c'est-à-dire son inconscient qui est là pour positiver, pour lui apporter des solutions à ce patient, son propre inconscient. Donc, vous voyez, c'est sûrement pas le thérapeute qui va apporter les solutions, et c'est bien normal. Donc, du coup, cette partie sage du patient est interrogée, mise en valeur à travers le travail qu'on peut faire. Et pour revenir sur les scripts et les protocoles, du coup, de notre côté, en tant que thérapeute ou praticien en hypnose, et c'est ce que j'essaye d'influer quand je pratique l'enseignement. Je leur dis, bien sûr, c'est important de lire les scripts parce que ça donne des idées. Mais les idées, après, celles que vous allez mettre en pratique auprès de votre patient, ça ne sera plus les idées que vous avez lues, ça sera des idées qui sont adaptées, qui sont à la sauce du moment présent, instantané. Instantané avec la coloration du moment présent, l'intonation du moment présent, la corporalité du moment présent. Mhm. Voilà. Chantal, je pense que Chantal va rebondir là sur cette question, là, des Alors, scripts, des protocoles. on trouve en sophrologie à peu près la même chose sur le plan du rapport entre le sophrologue et le sophronisant, c'est-à-dire cette notion de position à égalité au même niveau et que l'on appelle l'alliance. C'est tout à fait ça. Et il n'y a pas de rapport de supériorité de celui qui sait par rapport à celui qui vient apprendre. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas le même rapport que, par exemple, dans le médical ou dans la psychanalyse. Donc ça, c'est tout à fait existant en sophro. Le sophrologue est exactement au niveau du sophronisant. Il lui passe la méthode. Il lui apprend peut-être à vivre en lui-même, à installer cette vivance qui va lui permettre de cheminer. Ce qui fait que, en fait, le passage par le corps va s'installer, mais dans un premier temps, ce qu'il va lui apprendre, c'est d'accueillir ce qui existe en lui, ce qui se passe en lui, et surtout dans ce moment, comme l'a dit Christian, dans cet instant. On est dans un premier temps de la méthode dans le présent. Peut-être, quand on aura solidifié le présent, on pourra aller dans le futur. Ce futur va exister. Peut-être aussi que quand on aura solidifié, lui aussi, enfin, on pourra peut-être aller dans le passé. En sophrologie, on ne cherche jamais à retrouver les causes de quelque chose. On va juste être dans ce moment présent et peut-être se permettre de vivre l'instant simplement. Et pour en revenir à cette histoire de l'accordage, c'est-à-dire de la relation qui va s'installer, la première idée en sophro, c'est de réinstaller, ou peut-être de permettre, une relation à soi-même nouvelle, c'est-à-dire se vivre différemment, se vivre autrement, se vivre dans une nouvelle liberté d'être autre chose de ce dont on a l'habitude. Et pour moi, c'est presque l'élément le plus essentiel de la sophro, ce nouveau rapport à soi-même, qui, bien sûr, une fois qu'il va être installé, identifié, vécu, etc., solidifié, va enfin permettre un rapport aux autres qui, lui aussi, va être en évolution. Mais tout repart de soi-même. C'est-à-dire, peut-être parce que mon regard est différent sur moi, peut-être parce que je respire autrement, peut-être parce que je perçois autre chose. Enfin, peut-être que je peux identifier une nouvelle énergie et qu'avec cette énergie, ce nouveau rapport, je peux me permettre de risquer autrement. Et comment c'est possible? Eh bien, peut-être parce qu'au travers des séances qui vont petit à petit s'enchaîner, il va y avoir quelque chose qui va se créer dans la conscience, et nous, on appelle ça un nouvel espace de conscience qui va, au fur et à mesure des entraînements qui en sophro sont absolument indispensables, ce qui signifie que le sophrologue, il s'entraîne entre les séances, hein, il n'est pas à attendre le prochain rendez-vous, il doit s'entraîner, c'est obligatoire, il va constituer ce nouvel espace. Il va l'enrichir, il va le remplir,
Et c'est à partir de ce nouvel espace de conscience qu'il va pouvoir faire bouger sa vie. Et du coup, Merci, bouger merci des relations. Chantal. Merci Chantal. Il va falloir faire attention au temps. Chantal, il y a une question. Si la sophrologie n'est pas un soin, quel cadre pourrait-elle revendiquer? Point d'interrogation. Le bien-être? Point d'interrogation. Et ça c'est pour Christian, et je vais vous demander de répondre en quelques minutes. Et si l'hypnose est un soin, ne doit-elle pas relever de la prescription ou l'indication médicale? Et vous n'avez que quelques minutes pour répondre à cette question pour qu'on ait le temps de Alors, faire les 2 simplement, dernières pratiques. pour répondre simplement, on dit que la sophrologie, c'est une méthode d'accompagnement de la personne. Simplement, méthode d'accompagnement et de développement de la personne. D'accord. Le terme bien-être, que peut-on en dire? On pourrait dire que la sophrologie pourrait être tout à fait plus que du simple bien-être. Oui, C'est une c'est le méthode développement de la personne, hein. c'est Donc je du pense que là, développement et de la progression existentielle. Moi, j'aime bien ce mot d'existentiel. Je trouve que c'est un oui. mot génial pour dire qu'on se réapproprie sa vie. Et c'est en ce sens que et c'est vraiment ce que j'aime dans la sophro, c'est une discipline de la liberté d'exister. D'accord, donc il vaut mieux garder ce terme pour chacun de nous d'existentiel et de développement personnel. D'accord, merci. Et Christian, en 1 minute, est-ce que Alors, l'hypnose oui, relève de la prescription médicale? si l'hypnose est un soin, ça doit être une prescription ou ça devrait être une prescription. Alors, je vais botter un petit peu en touche et jouer un petit peu sur les mots. En hypnose, en tout cas dans beaucoup d'écoles, mais pas toutes, les formations des thérapeutes ou des praticiens se fait à partir de personnel qui sont déjà dans le soin, qui sont déjà inscrits dans le soin. Et à mon sens, personnellement, c'est très important parce que ils ont déjà cette fibre du soin. Et l'hypnose ne peut apporter à ces soignants qui sont déjà des soignants que ce qu'ils savent déjà faire sans hypnose, mais avec un outil supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas psychothérapeute si on est aide-soignant ou kinésithérapeute, mais on peut faire des choses avec l'hypnose dans son cadre de profession. Et c'est pour ça que, à mon sens, encore une fois, et ça n'implique que moi, je pense que l'hypnose devrait être réservée en tant que praticien aux personnes déjà inscrites dans la profession, dans les professions du soin. Et ça va en effet de l'aide-soignante au kinésithérapeute, l'ergothérapeute, etc. Tous les gens qui apportent déjà un soin à une personne. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de prescription puisque c'est dans le cadre de leur rôle propre qu'elles vont pouvoir pratiquer cette hypnose. Euh, bien sûr, bien sûr. Et D'accord. pas en dehors de leur cadre propre. Juste ce Oui. qu'elles savent déjà faire. Oui, c'est très clair, Christian, c'est très clair. Tu as dit le mot, je crois, c'est ça, c'est le rôle propre, c'est très important. On les répète beaucoup aux infirmières, qu'elles ont un rôle propre. Elles travaillent sur prescription médicale, mais aussi avec un rôle propre. C'est vrai pour tous les paramédicaux qui travaillent sur prescription, mais aussi avec un rôle propre. C'est vraiment important de se souvenir de ça et de savoir que voilà, on voit que l'hypnose et la sophrologie vont balayer tout un champ entre le soin, entre le développement personnel et existentiel. Est-ce un soin aussi? Peut-être bien, une autre forme de soin. Bon, la question est ouverte, on en reparlera sûrement. Et là, on voudrait vous demander à tous les deux encore de pouvoir pratiquer un temps de sophrologie, un temps d'hypnose pour clôturer cette matinée. Le temps file.